Afrique Média. Le monde, c'est nous. Vous êtes en direct de la télévision panafricaine, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette première édition du journal sur Afrique Média. Dans un instant, les titres. Coup d'État au Niger, la Russie contre une intervention militaire qui conduirait à une forte déstabilisation de la région. Moscou, par la voix du ministère russe des Affaires étrangères, s'est prononcé contre une intervention armée au Niger, pays de l'Afrique de l'Ouest, où des militaires ont pris le pouvoir. La Russie estime que l'usage de la force pourrait provoquer une force déstabilisation dans ce pays du Sahel, où s'est produit un coup d'État à la fin du mois de juillet dernier. Et puis toujours au Niger, la réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO reportée pour des raisons techniques. Une réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO prévue le samedi 12 août à Accra pour tenter de rétablir l'ordre constitutionnel au Niger a été repoussée sine die pour des raisons techniques. L'organisation qui, pour certains observateurs, a agi avec précipitation, a affirmé qu'il n'était plus temps d'envoyer des signaux d'alarme et que l'heure n'était plus à l'hésitation, même si elle se dit prête à ouvrir le dialogue avec les militaires au pouvoir au Niger. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour la vitrine. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue au Grand Journal sur la télévision panafricaine. On ouvre cette édition du journal avec le Niger et le régime militaire qui compte poursuivre Mohamed Bazoum pour haute trahison. Les militaires au pouvoir ont annoncé donc leur intention de poursuivre le président déchu Mohamed Bazoum pour haute trahison et atteinte à la sûreté de l'État. En outre, ils dénoncent les sanctions inhumaines infligées par les communautés économiques des États de l'Afrique de l'Ouest. Les militaires affirment avoir réuni des preuves pour poursuivre le président Mohamed Bazoum. Le gouvernement nigérien a réuni à ce jour les preuves pour poursuivre devant les instances nationales et internationales compétentes le président déchu et ses complices locaux et étrangers pour trahison et atteinte à la sûreté intérieure et extérieure du Niger, a donc déclaré le colonel-major Amadou Abdraman, un des membres du régime, dans un communiqué lu à la télévision nationale. Le gouvernement appuie ces accusations sur des échanges entre Mohamed Bazoum et des nationaux, des chefs d'État étrangers et des responsables d'organisations internationales. En outre, le régime a appelé à s'interroger sur la sincérité de sa prétention à soutenir qu'il est séquestré, alors même que les militaires n'ont jamais investi sa résidence présidentielle et qui disposent encore de tous les moyens de communication. Il assure que Mohamed Bazoum reçoit régulièrement la visite de son médecin. Et selon un conseiller du président renversé, une consultation a eu lieu samedi. Après cette visite, le médecin n'a soulevé aucun problème quant à l'état de santé du président déchu et les membres de sa famille, selon bien sûr le communiqué lu à la télévision nationale. On reste toujours sur le Niger et nous l'annoncions en titre concernant la CEDEAO qui a donc renvoyé la réunion des chefs d'état-major pour des raisons bien sûr techniques telles que nous l'indiquions. En titre, une réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO prévue samedi 12 août à Accra au Ghana pour tenter de rétablir l'ordre constitutionnel au Niger a été repoussée sine die pour des raisons techniques. Alors que la zone sahélienne rencontre un coup d'État supplémentaire, l'Organisation des États ouest-africains semble jouer sa légitimité. Il n'est plus temps pour nous d'envoyer des signaux d'alarme à la sortie du sommet de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, provoqué par les militaires au Niger. Bola Tinubu à la tête, c'est que l'heure n'est donc plus à l'hésitation. Et depuis le 26 juillet dernier, date à laquelle l'armée nigérienne, menée par le général Abdourahmane Chani, a renversé le président Mohamed Bazoum, l'objectif de la CEDEAO est clair, rétablir l'ordre constitutionnel au Niger et s'assurer que le chef de l'État nigérien élu en 2021 ne court aucun danger. Sur une intervention militaire sur place était envisagée comme la dernière option par le bloc ouest-africain. C'est pourtant celle qui a été retenue. Jeudi 10 août, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest ordonnait le redéploiement
d'une force en attente qui devait intervenir dans les plus brefs délais. La suite de l'opération devait être affinée le samedi 12 août dernier au cours de la réunion des chefs d'état-major. Malheureusement, la réunion ne s'est pas tenue car reportée à une date ultérieure. Officiellement, des raisons d'ordre technique sont évoquées. Et on rappelle également que les militaires au pouvoir sont ouverts au dialogue avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est ce qui en ressort des déclarations faites à la presse dimanche dernier par le chef du groupe pour la lutte contre les hérésies et l'établissement de la Sunna, Abdullah Balalo, après sa rencontre avec Abdourahmane Tchani au Niger, accompagné d'une délégation conjointe de la confrérie Tidjaniya du Nigeria. Et donc, il a ajouté qu'Abdourahmane Tchani avait consenti lors de la réunion à dialoguer avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, affirmant que Tchani n'a pas spécifié les dates de ces discussions, mais a affirmé qu'il était toujours ouvert au dialogue. Et donc, sa déclaration finale, le sommet des dirigeants de la CEDEAO qui s'est tenu à Abuja, a conclu qu'il ne fallait exclure aucune option pour résoudre la crise au Niger, y compris le recours à la force en dernier ressort. Bien qu'aucun détail n'ait été donné sur la force militaire nécessaire à une éventuelle intervention à Niamey, le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a révélé que son pays contribuera avec un bataillon de 850 à 1100 soldats et que le Nigeria, le Bénin et d'autres pays participeront également, sans plus de précision. On rappelle que le 30 juillet dernier, un ultimatum avait été fixé par la CEDEAO, délai expiré depuis dimanche, passé pour libérer le président Mohamed Bazoum et assurer son retour au pouvoir après le coup d'État militaire dont il a été victime le 26 du même mois. Et donc les militaires au pouvoir qui se sont dit ouverts au dialogue sans préciser la date prévue pour les dites discussions. Et on va rester sur la crise au Niger. Nous l'annoncions en titre, la Russie qui s'insurge contre toute intervention militaire du côté de Niamey. La Russie qui s'est une nouvelle fois prononcée, c'était vendredi dernier, contre toute intervention armée au Niger, estimant que l'usage de la force pourrait provoquer une force déstabilisation dans ce pays sahélien où s'est produit un coup d'État à la fin du mois de juillet dernier. Nous pensons qu'une voie militaire de résolution de la crise au Niger pourrait conduire à une confrontation prolongée dans ce pays africain ainsi qu'à une forte déstabilisation de la situation dans l'ensemble de la région du Sahara et du Sahel, a donc indiqué le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué. On rappelle que la menace d'un recours à la force avait été brandie pour la première fois le 30 juillet lors d'un précédent de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Un ultimatum de 7 jours a également été lancé aux militaires de Niamey pour établir le président Bazoum sous peine d'intervention armée. Mais rien ne s'est passé à son expiration à date du dimanche 7 août 2023. Jeudi, les membres de la CEDEAO réunis lors d'un nouveau sommet extraordinaire ont ordonné le déploiement d'une force en attente pour restaurer l'ordre constitutionnel. Quelques heures plus tard, le président Alassane Ouattara a affirmé que les chefs d'État ouest-africains avaient donné le feu vert pour qu'une opération démarre dans les plus brefs délais. Et donc, la CEDEAO a toutefois réaffirmé son espoir d'une résolution par la voie diplomatique. Et c'est donc à l'issue du sommet d'Abuja, le président du Nigeria, Bola Tinubu, qui a assuré la présidence tournante de la CEDEAO, a dit espérer parvenir à une solution pacifique, ajoutant qu'un recours à la force en dernier ressort n'était donc pas exclu. On va rester sur cette actualité concernant la sortie de la ministre étrangère des Affaires étrangères russe qui s'insurge contre, bien sûr, l'intervention militaire du côté du Niger, évoquant une forte déstabilisation dans ce pays du Sahel et même dans l'ensemble du Sahel. On va donc recevoir un invité. Il s'agit de Gamal Abina. Bonsoir Gamal Abina. Et voilà donc la sortie de la ministre des Affaires étrangères du
de la Russie qui affirme qu'une intervention, une quelconque intervention militaire pourrait donc créer une forte déstabilisation du côté du Niger. Quelle analyse faites-vous de ces propos affirmés voilà, par la ministre des Affaires étrangères russe? Bonsoir à vous, une fois de plus, Gamal Abina. Bonjour, merci pour l'invitation. Donc, on apprend aujourd'hui que la Russie, évidemment, comme c'était évident, s'oppose à l'intervention militaire. Logiquement, le discours développé par Poutine depuis quelques années maintenant, et surtout depuis l'accélération l'année dernière de sa guerre en Ukraine, c'est un discours qui est très clair, qui dit simplement que les différentes interventions qui ont eu lieu en Libye, évidemment, on s'en souvient, en Irak, bien évidemment, en Somalie, parce qu'on oublie la Somalie, on oublie un peu souvent que la Somalie est un État martyr aussi, qui a été divisé en 4 micro-États. Toutes les interventions militaires voulues par l'Occident et par les États-Unis en particulier, particulièrement la dernière en 2003 face à Saddam Hussein qui n'était même pas mandaté par l'ONU, toutes ces interventions ont conduit à la déstabilisation chronique, la déstabilisation permanente de la région. J'en veux pour preuve que la Somalie est détruite depuis un peu plus de 20 ans, 30 ans maintenant, que le Soudan est en guerre civile. Évidemment que la Libye, après l'intervention de 2011 avec l'assassinat de Kadhafi le 20 octobre 2011, est en instabilation chronique, puisque le pays est quasiment divisé en 3 entités, la Cyrénaïque, la Tripolitaine et le Fezzan, donc en gros Tripoli, de l'autre côté Benghazi et puis le sud de la Libye avec les Toubous. Donc tous ces éléments-là ont fait que la destruction des différentes régions d'Afrique par les interventions américaines et au Moyen-Orient, dernièrement encore avec la Syrie, a conduit à ce qu'une instabilation chronique, une dissémination de ce qu'on appelle aujourd'hui le djihadisme terroriste dans la région, particulièrement dans la région du Sahel, a conduit effectivement à une instabilation générale dans une partie du continent africain. Donc Poutine s'oppose énergiquement à l'intervention étrangère, donc la CEDEAO bien évidemment, mais pas seulement, française ou autre, parce qu'il considère qu'effectivement ce serait donner raison à une politique néocolonialiste qui conduit tout le temps à chaque fois des États à tomber dans les guerres ou des confrontations entre États, enfin une catastrophe. Donc aujourd'hui les Russes restent droit dans leur botte puisqu'ils disent qu'il ne faut pas d'intervention militaire. Ils considèrent que cette affaire doit être réglée entre Nigériens et ils ont raison là-dessus. Et ils considèrent qu'un État souverain ne peut pas être envahi par d'autres États qui seraient limitrophes. Tout cela pour dire que ça fait suite aux différentes positions extrêmement courageuses de la part du Mali par exemple, de la part du Burkina, de la Guinée, même de l'Algérie qui a dit qu'elle s'opposait à l'intervention militaire. On est dans un monde multipolaire dans lequel effectivement aujourd'hui les États-Unis ne peuvent plus, comme ils l'ont fait pendant 30 ans, intervenir où ils veulent, que ce soit au Panama, que ce soit en Irak, que ce soit en Syrie ou je ne sais, de façon vraiment autoritaire, de façon dictatoriale quasiment, sans avoir un mandat de l'ONU, qui déjà peut être discuté, mais tout de même un mandat au moins international. Eh bien les États-Unis ne sont plus autorisés à intervenir n'importe où, tout comme l'Occident et tout comme des pays qui seraient téléguidés par l'Occident pour créer une instabilisation chronique dans certaines régions. La région sahélienne n'a pas besoin de ça, il y a déjà des problèmes avec le terrorisme. On ne peut pas rajouter au terrorisme des confrontations d'État à État. C'est la position que Poutine adopte, elle est cohérente, elle tient depuis un an sur un principe sain de dire que les nations sont souveraines et qu'on ne peut pas évidemment leur retirer cette souveraineté au motif que les dirigeants qui sont au pouvoir, qui sont d'ailleurs semble-t-il supportés par la population, ne plaisent pas à l'Occident. L'autre aspect évidemment qu'on pourrait opposer à Poutine simplement, c'est de dire que lui-même a envahi une nation souveraine. Alors on peut rétorquer qu'il avait demandé une négociation directe à l'époque en 2014, que les accords de Minsk ont été signés et respectés par la partie russe et ukrainienne pour russe et n'ont pas été respectés par l'autre partie. Donc c'est parce qu'il y a des accords qui ont été violés que les Russes sont intervenus. Mais là, encore une fois, ils interviennent pour défendre une minorité russe qu'ils considèrent comme étant, évidemment, pro-russe, qui est plutôt leur frère directement, les Ukrainiens étant effectivement considérés aussi comme des peuples slaves. Donc c'est vrai que ces oppositions peuvent être opposées à M. Poutine, il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, on a un président qui prend une position claire, nous ne pouvons pas plus intervenir dans les affaires intérieures d'un pays, quel qu'il soit, et quel que soit le régime, s'il vous plaît ou pas. Merci donc à vous, Gamal Abina. Rendez-vous dans nos prochaines éditions d'information, alors qu'on va rester dans le Sahel pour cette fois parler du Mali et de la MINUSMA avec l'armée qui s'est emparée d'une base des forces onusiennes courtisées par des groupes rebelles. La mission des Nations Unies au Mali a annoncé dimanche avoir anticipé pour des raisons de sécurité son retrait d'un camp dans le nord du pays que l'armée affirme avoir récupéré après de nombreux incidents avec les groupes terroristes et malgré les convoitises de l'ex
l'ex-rébellion Touareg. La MINUSMA a donc anticipé son retrait de Ber en raison de la dégradation de la sécurité dans la zone et des risques élevés que cela fait peser sur nos casques bleus, explique-t-elle dans un message sur X, anciennement Twitter, sans précision sur la date de départ initiale et les effectifs. Elle invite par ailleurs les différents acteurs concernés à s'abstenir de tout acte qui pourrait davantage compliquer l'opération. Le départ de Ber des casques bleus burkinabés qu'il occupait était programmé dans le cadre du retrait de la MINUSMA d'ici à la fin de l'année de ce pays, avec un premier départ intervenu le 3 août à Ogosagou, au centre, que l'armée, dans un communiqué publié dimanche soir, affirmait avoir contrôlé depuis. Un fossé s'est donc creusé avec les militaires que la CMA accuse de remettre en cause l'accord de paix d'Alger de 2015 qu'elle a signé avec Bamako. La CMA reproche aussi aux militaires d'avoir fait approuver en juin une nouvelle constitution compromettant, selon elle, cet accord. Dans un nouveau signe de tension, elle a dit vendredi avoir repoussé une attaque complexe menée par les FAMA et Wagner, dont un communiqué publié le même jour son bilan. Elle avait annoncé jeudi le départ de Bamako de tous ses représentants pour des raisons de sécurité, creusant davantage le fossé avec les militaires qu'elle accuse remettre en cause l'accord d'Alger. Les militaires, de leur côté, ont fait de la souveraineté leur mantra depuis qu'ils ont pris la tête du pays, rompu l'alliance avec la France et partenaient contre le djihadisme pour se tourner militairement et politiquement vers la Russie. On rappelle aussi que le Mali est en proie depuis 2012 à une crise sécuritaire profonde partie du nord qui s'est propagée au centre du pays, ainsi qu'au Burkina Faso et au Niger voisin. La MINUSMA affirme appliquer ainsi la décision prise en fin juin par le Conseil de sécurité de l'ONU de mettre un terme immédiat à la mission déployée depuis 2013 à la demande des militaires arrivés au pouvoir en 2020. Le retrait de quelques 11 600 soldats et 1 500 policiers de dizaines de nationalités doit s'échelonner jusqu'au 31 décembre. L'armée malienne affirme que dans le cadre du processus de rétrocession des emprises de la MINUSMA, elle a pris possession du camp de Ber dimanche 13 août aux environs de 8h30 après de nombreux incidents ayant émaillé le mouvement de ces unités. Dans un communiqué lu dimanche soir sur le chemin menant à Ber pour récupérer son camp, elle rapporte divers incidents avec les groupes armés terroristes, dont une tentative d'incursion dans le dispositif et des tirs de harcèlement contre ses troupes vendredi et d'autres affrontements ayant fait au total 6 morts et 4 blessés, peut-on lire dans ce communiqué. On va rester sur cette actualité et recevoir le deuxième invité de ce journal. Il s'agit d'Issa Diawara. Bonsoir à vous, Issa Diawara. Et voilà donc le communiqué annoncé par l'armée malienne avoir pris possession d'un camp qui appartenait bien sûr à la MINUSMA et qui est revendiqué par un groupe d'anciens rebelles. Alors l'armée qui a décidé de faire main basse voilà, sur tous ces territoires occupés par la MINUSMA. On va aussi dire, Issa Diawara, que la page MINUSMA est complètement fermée du côté du Mali, même si on attend bien sûr le départ effectif de ces forces onusiennes. Et en attendant, le problème avec les groupes armés se pose puisqu'ils revendiquent cette partie du pays qui a été récupérée par l'armée. Bonsoir, Issa Diawara. Bonjour à vous, madame, et mes salutations à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Les groupes armés revendiquaient cette partie du territoire. Ça ne pourra dépendre peut-être que de la faiblesse, en tout cas, des présupposés de l'État malien. Aujourd'hui, l'État malien n'est pas faible. C'est qu'ils confondent en réalité passé. Le temps passé, quand on signait cet accord, le Mali était en position de faiblesse. Aujourd'hui, nous avons un Mali qui a retrouvé en tout cas une force, qui a retrouvé une puissance. Donc je ne pense pas que le Mali soit celui qui doit se laisser dicter, en tout cas des orientations où s'installer ou ne pas s'installer par quelques bandits armés qu'on avait fait transformer ici à des fameux groupes rebelles. Parce qu'en fait, la rébellion est une tricherie. Il n'existe pas de rébellion. Tout individu qui prend une arme contre
l'État contre des paisibles citoyens est un terroriste, c'est un acte terroriste. Je ne crois pas que si c'est à l'Occident, ils vont les traiter des rebelles et qu'ils vont exiger de signer un accord, je ne sais pas, pour la paix ou quoi. Et ça fait à peu près 10 ans qu'on est dans cette chose et il était temps que les choses bougent. Il s'agit bien sûr de la localité de Ber. La localité de Ber se trouve aux confins, bien sûr, de la grande ville de Tombouctou. C'est-à-dire, c'est dans les environs de Tombouctou. C'est une localité qui était contrôlée jusque-là par les fameux groupes rebelles qu'ils appellent ici la SEMA. La SEMA, c'est une coalition des mouvements, je ne sais pas, d'Azawad. Quels sont ces mouvements? Ce sont les mouvements venus de la Libye avec armes et matériel délivré par l'Occident, et des gens qui sont venus s'installer, occuper une bonne partie du Mali, qui ont précipité, qui sont à l'origine du coup d'État de 2012, parce que l'armée n'avait pas compris. Donc, ensuite, qui sont aussi à l'origine, en tout cas, de la venue des bases françaises, parce que s'ils n'étaient pas venus avec armes et bagages, et la France leur, aurait même confié la ville, la localité de Kidal. Donc, obliger l'armée malienne, au temps du président Ibrahim Bokar Keïta, à signer un accord, un soi-disant accord pour la paix, mais qui n'a jamais apporté une paix. Et il est question aujourd'hui du départ de la MINUSMA de certaines emprises. Et la localité de Berne était bien sûr occupée par la MINUSMA et ses groupes rebelles. Il n'est plus question de laisser en tout cas une emprise de la MINUSMA à des groupes rebelles. Il est dû dans l'accord d'Alger et il y a un volet DDR. DDR, c'est la démobilisation des rebelles et leur réinsertion. Donc les rebelles sont censés, s'ils sont tolérés jusque-là, les familles rebelles, c'est parce qu'il y a encore cet accord, ce fameux accord pour la paix, en tout cas d'Alger, qui doit être respecté. Et cet accord demande, exige des rebelles une démobilisation totale et bien sûr leur désarmement et après leur incorporation, leur réintégration, bien sûr, au sein de l'armée malienne. Pour ceux qui n'ont pas commis certaines atrocités. Et c'est comme ça que l'accord s'est. Donc, la ministre a quitté peur, ces fameux rebelles, en tout cas, ont voulu occuper cette position stratégique. Parce que la localité de Berne se trouve bien sûr au carrefour entre le Mali, la Mauritanie et l'Algérie. Il y a des pistes qui mènent bien sûr dans tous ces pays. Donc l'armée malienne tient à contrôler parce qu'il s'agit du territoire malien. Et ce n'est pas des rebelles qui ont fait venir la MINUSMA. La MINUSMA n'est pas venue, en tout cas, à travers un mandat, en tout cas d'un groupe rebelle. C'est l'État malien qui a autorisé, bien sûr, à l'époque, c'est la France qui nous occupait, qui, en tout cas, qui est censé autoriser la présence de la MINUSMA au Mali. Donc, si la MINUSMA doit partir, ses emprises reviennent droit, bien sûr, à l'État malien et non à quelques groupes terroristes, à quelques groupes bandits armés. C'est pourquoi, pour nous, la CEMA n'existe plus. Et tout militaire, en tout cas, tout homme armé qui veut entraver la reprise d'une position malienne par les forces armées maliennes, bien sûr, est traité comme terroriste et est pris pour possible. C'est pourquoi il y a eu des combats, ils ont tenté, ces gens-là, des terroristes, ont tenté d'empêcher l'avancée des troupes maliennes. Et bien sûr, il y a l'aviation, le vecteur aérien du Mali a pu intervenir à temps. Et les avions Sukhoi du Mali et sans doute les drones de combat du Mali sont entrés en action et bien sûr ont pulvérisé toutes les positions des terroristes. Et au moment où je vous parle, la localité de Ber est totalement sous contrôle de l'armée malienne. Ce n'est pas qu'on a repris une position de la MINUSMA, une base de la MINUSMA, mais en fait, le Mali a repris totalement le contrôle de la localité de Ber. Il y a d'autres localités, dont Kidal, et l'armée malienne doit connaître sa bonne marche. Et quiconque tentera de s'interférer, en tout cas dans la bonne marche de l'armée malienne, sera pris pour cible. L'aviation du Mali est là pour ça. Les drones de combat du Mali sont là pour ça. Et je pense que le Mali ne va pas ménager en tout cas un effort pour reprendre toutes les positions de la MINUSMA. Le ministre de la Défense est très clair là-dessus, le colonel Sadou Kamara, qui tente de s'interférer dans la marche, dans la reconquête à grands pas du Mali, de l'intégrité territoriale du Mali. Bien sûr, le nom de l'opération, le nom de code de l'opération, ça s'appelle ici le repos éternel. Merci.
Issa Diawara, merci donc d'avoir été des nôtres. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition du Grand Journal sur la télévision panafricaine. Merci de rester en compagnie de nos programmes. Agréable fin de soirée à toutes et à tous.